Après le rugby, les Jeux Olympiques, dans quelques mois, nous allons vivre des grands moments avec la France qui va se transformer comme le plus grand terrain de tous les sports. Des moments qui seront très importants et qui sont en train de se préparer, de s'organiser en ce moment avec des chantiers qui sont réalisés en Île-de-France et aussi dans les DOM et dans les TOM et aussi également dans les départements français. 14 000 athlètes et accompagnants seront reçus grâce au travail de 3 500 ouvriers qui travaillent en ce moment à la construction donc d'infrastructures. Eh bien, nous allons comprendre les enjeux sociaux autour de ces enjeux, avec notamment Bernard Thibault, qui est membre du comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024 et ancien secrétaire général de la CGT, avec Marie Barsac, directrice Impact et Héritage du COJO. Nous avons enregistré il y a quelques jours de cela ce regard croisé parce qu'il n'était pas disponible, il n'avait pas assez de temps à nous consacrer aujourd'hui. Donc nous allons vous proposer cet enregistrement que nous avons réalisé il y a quelques jours autour des questions sociales de Paris 2024. Merci Marie Barsac, merci Bernard Thibault d'avoir dégagé un peu de temps dans votre emploi du temps qui est très très chargé. Bernard Thibault, commençons tout de suite avec vous et avec une réelle satisfaction que vous avez, même une réelle fierté. Et en ce moment, Dieu sait que nous en avons besoin. Alors quelle est cette fierté et quel est ce sentiment de satisfaction? Le sentiment de satisfaction, au fur et à mesure où on approche du rendez-vous Jeux Olympiques, ça fait maintenant plusieurs années qu'on est impliqué dans la préparation. Le motif de satisfaction, c'est d'être parvenu dans les faits, progressivement, à installer une démarche qui implique conjointement des chefs d'entreprise et des représentants des salariés impliqués dans la préparation des Jeux, notamment sur les chantiers. Ce sont les premières activités, je dirais, d'ampleur chronologiquement pour le rendez-vous des Jeux Olympiques. Nous sommes parvenus à créer des dispositifs par un dialogue entre employeurs et représentants d'organisations syndicales, un dialogue qui a permis de mettre au point des outils, notamment pour s'attaquer à deux préoccupations majeures dans le secteur du BTP, que sont la sécurité pour les travailleurs et la lutte contre le travail illégal. Et sur ces deux aspects, sur ces deux priorités, avec des dispositifs qui rendaient parfois certains employeurs, il faut le dire, un peu sceptiques, puisqu'on a décidé d'aller au-delà des normes prévues par le Code du travail. Vous pouvez nous donner des chiffres pour qu'on prenne justement conscience de cette satisfaction et justement du progrès que vous avez réalisé? Si je prends par exemple le thème de la sécurité, là où nous en sommes, les chantiers ne sont pas totalement achevés, même si ce qu'on appelle le gros œuvre est maintenant terminé et que ce sont des sous-traitants en second œuvre qui interviennent. Mais d'ores et déjà, on peut estimer, on peut chiffrer qu'en termes d'accidents du travail, on a 4 fois moins d'accidents du travail sur les chantiers Jeux Olympiques que l'on en a en moyenne sur les chantiers français. Alors ça n'est pas idéal, il y a des accidents du travail, mais comparativement à ce qui se pratique sur d'autres types de chantiers, en termes de résultats, nous sommes tout à fait présentables, je dirais. Au point, je l'espère, que cette expérience par le dialogue et les dispositifs spécifiques qui nous ont inspirés, puissent servir, pourquoi pas, d'exemple à l'avenir et que l'on puisse généraliser cette démarche après les Jeux Olympiques sur d'autres types de chantiers. On en parlera d'ici quelques instants. Une sécurité exemplaire. Marie Barsac, vous êtes directrice Impact et Héritage de Paris 2024. Vous êtes en charge de l'employabilité. Alors, où en sommes-nous dans les métiers en tension? Parce que je sais que le BTP, notamment, a quelques problèmes. Hein. En tout cas, c'est un métier où il y a de la tension dans le BTP. Oui, effectivement, quand on a commencé l'organisation des Jeux en 2018, on avait identifié via une cartographie des emplois les métiers mobilisés. On avait peur, évidemment, que ces opportunités d'emploi soient peu durables, qu'elles soient très éphémères le temps de l'événement. Et aujourd'hui, il se trouve que tous les emplois qui vont être mobilisés pour l'organisation des Jeux se situent dans les branches en tension. Donc, c'est les métiers, effectivement, dans le bâtiment, la construction, la sécurité, le nettoyage, la restauration, l'hôtellerie. Et aujourd'hui, finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que les Jeux vont pouvoir jouer un rôle d'appel d'air pour des collaborateurs, des salariés qui viendraient vivre une première expérience à l'occasion des Jeux, mais qui seraient recrutés en CDI, parce que la réalité, c'est que ces entreprises, elles ont des besoins durables sur ces emplois. Donc, on travaille vraiment là-dessus, sur l'attractivité des emplois des Jeux, pour servir de pied à l'étrier, finalement, pour des salariés qui chercheraient une voie en leur présentant le métier dans son ensemble, avec ce premier job autour des Jeux. Pourtant, il y a quelques motifs d'inquiétude. On parle notamment de problèmes autour des agents de sécurité. On parle de 25 000 postes. Si on ne pourrait pas justement fournir et trouver ces 25 000 postes. On parle aussi des chauffeurs. Vous avez besoin de chauffeurs. Alors, qu'en est-il de ces problèmes? Est-ce que vous allez faire appel, comme on dit, à une main-d'œuvre étrangère?
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les métiers dans la sécurité sont particulièrement en Ouais. tension. On a un besoin de 20 000 agents de sécurité en France en ce moment, alors que les Jeux ont besoin de 22 000 agents. Donc, effectivement, il y a un écart qu'il faut combler. Les services de l'État sont largement mobilisés sur ce sujet auprès de nous. Le travail a commencé depuis longtemps, notamment avec la branche de la sécurité, pour la structurer et pour qu'elle-même se prenne en main pour rendre ces métiers plus attractifs. Il y a quand même un sujet de réalité économique aussi et de niveau d'embauche dans cette branche qui se pose et qui est évidemment une des clés pour l'avenir. Mais pour ce qui concerne les jeux, des solutions sont proposées, notamment à travers un certificat de formation de courte durée qui n'est valable que pour les événements sportifs, donc la Coupe du monde de rugby, les Jeux, mais aussi les festivals qui pourraient se dérouler entre les deux et qui pourraient s'adresser notamment, mais pas que, mais notamment à des étudiants qui pourraient avoir envie d'avoir un job d'été à l'occasion des Jeux ou de la Coupe du monde de rugby en se formant 3 semaines. Cette formation est rémunérée pour le jeune. Évidemment, elle est gratuite. Et derrière, il y a cette opportunité de job pendant les Jeux. C'est pas ça qui va évidemment structurer la branche et développer l'employabilité dans cette branche. En revanche, ça va permettre de répondre à l'emploi ponctuel et aux besoins ponctuels qu'on a en tant qu'événement sportif qui arrive en 2023 et en 2024. Donc, on est conscient Bernard de la Thibault. réalité, mais c'est quand même Ouais. une solution. Bernard Thibault, va-t-on faire un appel à une main-d'œuvre étrangère? Bah, je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas dans la mesure où une des ambitions, et d'ailleurs ça va au-delà du rendez-vous français, Mhm. je pense que la crédibilité ou la perception que peuvent avoir les différents peuples de différents pays potentiellement candidats à l'organisation des Jeux seront attentifs en toutes circonstances sur ce qu'on appelle l'impact pour le pays organisateur de tels événements sportifs. S'il apparaissait malheureusement qu'en termes d'emploi, alors qu'il s'agit là d'opportunités, il faille recourir à une main-d'œuvre d'autres pays, chacun comprend bien que la population française verrait d'un très mauvais œil, en plus à l'image de la France, un pays quand même développé, avec des moyens, avec certes des obligations sociales, mais c'est aussi intéressant de montrer que des grands événements sportifs ne sont pas, comment dire, sont susceptibles d'être organisés aussi dans des pays ayant une forte exigence sociale et une exemplarité sociale. Donc là, quand on évoque les activités de sécurité, les prestations en matière de propreté, on est sur des sociétés de services. Et la préparation des Jeux se heurte à une logique économique qui domine, je dirais, en dehors des Jeux. C'est-à-dire qu'on est dans des rapports économiques qui prévalent qu'il y ait les Jeux olympiques ou pas. Et chacun le sait, les entreprises, les chefs d'entreprise le savent. Dès lors qu'on fait appel à des sociétés de services, la tendance est naturellement de s'en remettre aux appels d'offres et de plutôt être attiré par le moins-disant financier. Ce qui fait qu'au final, le moins-disant financier se traduit par un moins-disant social qui rend une filière peu attrayante. La propreté, la sécurité privée sont des filières qui auraient besoin d'une revalorisation dans la reconnaissance de ces métiers. Ça n'est pas encore suffisamment le cas aujourd'hui, d'où de réelles difficultés, sans doute dans la perspective des Jeux. Alors, j'espère, comme d'autres, qu'on parviendra à remplir l'objectif, mais pour l'instant, ça n'est pas gagné dans un certain nombre de secteurs professionnels. Alors, parlons des choses qui fâchent là maintenant. Marie Barsac, ça grogne du côté des étudiants, avec notamment la réquisition de 3 000 logements étudiants. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces étudiants qui doivent maintenant quitter leur logement pendant les Jeux Olympiques? Alors, je les ai rencontrés la semaine Ouais, dernière, les ouais. vice-présidents et présidents des universités parisiennes, étudiants, pour les rassurer. On ne parle pas vraiment de réquisition. Et ce qui est en jeu, effectivement, c'est un besoin de l'État de pouvoir héberger des forces de travail qui viendront concourir à l'organisation des Jeux, donc les agents de la protection civile, de la Croix-Rouge, des infirmiers, des médecins, des agents de sécurité, des gendarmes, évidemment. Maintenant, l'objectif, c'est de partir du constat qu'il y a des logements qui sont libres pendant l'été sur les campus universitaires. Là, on parle vraiment de besoins juste le temps des Jeux Olympiques, donc pendant l'été, du 26 juillet au 8 août, et en région Île-de-France. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a 3 000 logements qui sont libres l'été. C'est plutôt de dire à ces étudiants qui, en général,
financent les 2 mois d'été où ils ne sont pas pour s'assurer de garder leur logement à la rentrée, de leur dire effectivement il faut procéder à un déménagement de leurs affaires, le temps de pouvoir laisser ce logement à disposition des personnes dont je parlais tout à l'heure, mais ils récupèrent évidemment leur logement et ils sont évidemment rémunérés sur les 2 mois de loyer qu'ils n'auraient pas à payer. Donc on est loin de la réquisition et en tout cas j'étais avec la rectrice, comme je vous le disais, elle a pris l'engagement devant l'ensemble des étudiants d'évidemment discuter au cas par cas avec tous les étudiants qui vont être concernés. Donc ça, c'est un travail qui est en cours au niveau du rectorat, donc côté enseignement supérieur pour Paris, pour qu'on trouve des solutions qui conviennent à tout le monde et pour limiter au maximum les problématiques, effectivement, pour des jeunes qui l'été gardent leur logement étudiant pour faire des jobs d'été ou pour passer le rattrapage pour ceux qui ont besoin. Mais du coup, il y a suffisamment de logements normalement pour que tout le monde puisse trouver un logement qui lui convient. C'est très bien de le préciser. Bernard Thibault, lors de la mobilisation sur la retraite, on a vu un slogan fleurir, Bloc Paris 2024. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour assurer quand même qu'il y ait une certaine tranquillité pendant les Jeux et qu'il n'y ait pas de blocage, parce que ce serait catastrophique pour le pays et pour l'image du pays et pour les Jeux tout simplement. Alors, moi, je ne peux pas vous répondre d'un slogan dont je ne suis ni l'auteur ni le porte-parole, loin de là. Ce que je peux dire, c'est que l'ensemble des organisations syndicales représentatives sont engagées comme partenaires dans la préparation des Jeux, aussi pour identifier les points de difficulté, on en a évoqué quelques-uns, et faire en sorte que ça soit socialement anticipé pour éviter autant que possible toute situation de blocage vis-à-vis de ce rendez-vous. Alors, j'ose imaginer que le président de la République, à la veille des Jeux, ne nous sortira pas un nouveau type de projet de loi susceptible de mettre de nouveau des millions de Français dans la rue. Mais ça, je ne peux pas non plus le garantir. Donc, il y a effectivement des mots d'ordre, je dirais, qui circulent sur Internet. Mais là, on parle d'un rendez-vous qui a lieu en 2024. Et je crois que ce serait une erreur d'interpréter le rendez-vous des Jeux Olympiques comme étant un rendez-vous du président de la République, parce qu'au travers de ce slogan, ce que j'interprète, c'est que c'est un message aussi adressé au président de la République en termes de rétorsion, autrement dit, si vous maintenez votre réforme, nous menaçons les Jeux. Bon, je crois qu'il n'y a pas lieu de faire un lien entre ces deux thématiques qui sont très différentes, et en tout cas, encore une fois, s'agissant des organisations syndicales, non seulement aucune d'entre elles n'a relayé ce mot d'ordre, mais elles sont plutôt impliquées pour essayer de réussir, y compris dans l'exemplarité sociale, ce rendez-vous qui est d'abord un rendez-vous sportif. Marie Barsac, directrice Impact et Héritage, que va-t-il rester après les Jeux? De quoi allons-nous hériter socialement après les Jeux Olympiques? Alors, il y a un héritage matériel qui est majoritairement fléché en Seine-Saint-Denis, qui est un territoire qui manque d'équipements sportifs, qui manque de piscines. Donc, il y a tout un plan de rénovation d'équipements sportifs et des nouvelles piscines, 20 nouveaux bassins en Seine-Saint-Denis, des dispositifs d'apprentissage de la natation. Depuis 2021, l'été, on installe des bassins, notamment en Seine-Saint-Denis, pour apprendre aux enfants gratuitement à nager entre 4 et 12 ans, pour qu'ils puissent justement profiter de ces bassins au lendemain des Jeux. Et puis, il y a des programmes sociétaux plus massif, comme celui qui vise à faire bouger plus la génération 2024 pour qu'elle soit beaucoup moins sédentaire, les 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école, qui est partie d'une expérimentation initiée par Paris 2024 avec l'éducation nationale et qui aujourd'hui est déployée dans l'ensemble des écoles, les 35 500 écoles, avec un kit sportif qui est cofinancé par Paris 2024. Ça, ce sont vraiment des sujets très concrets. Il y a aussi les clubs inclusifs qui sont des parcours de formation qui sont proposés et financés pour que les clubs ouvrent leurs portes aux personnes en situation de handicap pour pratiquer du sport loisir et qu'ils sachent être handi-accueillants. Là aussi, on est parti d'une expérimentation à l'échelle de la ville de Paris et de la Seine-Saint-Denis et le gouvernement a décidé de l'étendre à 3000 clubs partout en France. Il y a aussi des job dating qui utilisent le sport, les job dating du Stade vers l'emploi, qui font faire du sport à des recruteurs et des demandeurs d'emploi sans savoir qui est qui, de façon cachée et anonyme, pour que les demandeurs d'emploi révèlent leur savoir-être et puissent du coup être beaucoup plus à l'aise dans la partie entretien autour du job l'après-midi. Ça, ce sont des job dating qui aujourd'hui rencontrent un franc succès en termes d'insertion, puisqu'il y a un taux de retour à l'emploi supérieur au job dating classique et qui utilisent le sport. Donc là encore, c'est des programmes qui vont continuer, que
Paris 24 a initié avec des financements et qui aujourd'hui sont repris par notamment les acteurs publics qui poursuivent le financement de ces programmes. Donc l'héritage est déjà en marche pour un certain nombre de ces programmes. Et puis il nous reste encore quelques mois pour finir de convaincre, pour aller encore plus loin. Bernard Thibault, que va-t-il se passer à la fin des chantiers socialement? De quoi allons-nous hériter? Surtout que les ouvriers et les employés qui sont sur les chantiers, de quoi vont-ils bénéficier après les Jeux? Ben, c'est une part du challenge qui est en cours, hein, et les entreprises, je pense, ont aussi l'opportunité de faire une démonstration, notamment dans le domaine de la construction. C'est un des rares domaines où on peut avoir une visibilité assez précise du plan de charge pour les années à venir. Il y a des aléas, naturellement. On commande beaucoup la situation du marché dans l'habitat particulier, entre autres, mais s'agissant de grands chantiers, les majors du bâtiment ont un plan de charge à peu près visible sur plusieurs années. Et il y a une vraie opportunité à se saisir des professionnels qui auront été recrutés à l'occasion de les Jeux pour les former, voire les conserver en vue de la perspective de ces chantiers. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, je pense qu'en termes de démarche d'organisation des chantiers eux-mêmes, en termes d'exemplarité sociale, il y aura sans doute à prendre le temps pour s'inspirer de cette expérience. Et vous parliez d'héritage, j'espère aussi que celles et ceux parmi les jeunes notamment qui se seront engagés dans différents métiers nécessaires aux Jeux pourront avoir là une voie professionnelle durable après ce rendez-vous sportif. D'un Je mot, vous Bernard permets Thibault. d'ajouter une Oui, chose, Marie, je ne l'ai pas dit tout à l'heure allez-y. dans l'héritage, mais aujourd'hui, 75% de nos marchés sont remportés par des TPE-PME, ce qui est aussi très intéressant en termes d'héritage, puisqu'il est fort à parier que ces entreprises valoriseront le fait qu'elles aient été prestataires des Jeux à l'avenir pour remporter d'autres marchés. Et nous, on le fera évidemment savoir, on veut aussi des Jeux Made in France qui montrent le meilleur de la France. C'est une excellente chose. Bernard Thibault, d'un mot, il ne s'agit pas que d'employer, mais aussi de former. Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a une part du défi. On l'avait identifié très tôt et on a coopéré sur la base d'études conjointes avec Marie et l'ensemble des acteurs. Un des challenges a consisté à identifier ce qu'on a appelé la cartographie des emplois, en mettant l'accent de très bonne heure sur les besoins en matière de formation. Mais on sait bien que la logique filière professionnelle est très peu usitée dans notre pays et qu'il y a cette tendance à raisonner en fonction des besoins entreprise par entreprise. Alors je pense qu'il y a une part des réponses qui nécessiterait d'avoir une approche davantage coordonnée au niveau des branches professionnelles et peut-être que ça nous fait encore défaut dans certains secteurs. Merci Marie Barsac, merci Bernard Thibault et vivement les Jeux.